je vais tricher. Non. Donc bonsoir à toutes et tous et bienvenue au nom de la machine à lire et de la machine à musique. Guy, nous sommes vraiment heureux d'ailleurs, rien que de te voir, ça me donne le sourire de t'accueillir, car je pense que chaque livre, nous avons le plaisir de le faire et que c'est toujours un moment heureux. Merci à toi Christian d'animer cette rencontre, comme souvent aussi. Donc, il s'agit ce soir de l'extravagante histoire de Lucia Fancini, qui est éditée chez nos amis du Cairn, dans la collection du Noir au Sud. Et donc, je vous laisse le soin de découvrir ce livre avec Guy et Christian, et puis vous remercier surtout de votre présence et vous souhaiter le meilleur possible pour les jours à venir. À tout à l'heure. Merci Hélène. Bonsoir, merci de votre présence. Alors on a loupé un tour, évidemment. En tout cas, une étoile en enfer, on n'a pas pu faire de rencontre pour raison de pandémie. Bon. Donc on en fait deux, ça va durer jusqu'à 21h30. Donc on va doubler, Soyez... on va doubler le temps, puisqu'on va enfiler 2-3 bouquins l'un derrière l'autre pour que vous arriviez à recoller les morceaux. Bon, une étoile en enfer, évidemment, c'était une enquête d'Anselme Villoc, évidemment. Oui. Le fameux Anselme, le spécialiste des crimes à haute probabilité de non-résolution. Si je me souviens bien, la définition donnée par l'auteur lui-même. Voilà. Donc, Guy Reichenmann, auteur français, qui vient de commettre l'extravagante histoire de Lucia Fancini. D'ailleurs, je reviendrai sur une étoile en enfer parce qu'il y a des. C'est histoire d'en reparler. Alors, cette histoire, bon, qui se présente un peu comme un conte, d'ailleurs, il y a plusieurs registres d'écriture, on en parlera tout à l'heure. C'est surtout, en fait, il n'y a pas d'Anselme Villoc, mais c'est quand même un certain Léonard qui va parler finalement de sa première enquête d'enfant, d'adolescent. Alors on est dans le Bordeaux des années 56, surtout 56-59, ça va jusqu'à 62, mais enfin l'essentiel se passe avant les années 60, Bordeaux-Codéran, voilà, hein, de cette époque-là. Et donc ce Léonard va nous raconter cette histoire un peu particulière qui va prendre une tournure bien au-delà du conte. Alors, est-ce que tu peux nous présenter quand même ce Léonard, pourquoi il s'adresse à cet Anselme Villoc, parce qu'on l'a déjà croisé, ce monsieur. Alors, il a comme caractéristique pas seulement d'avoir un chat qui s'appelle Mitterrand, mais il a d'autres éléments de caractéristiques qui font qu'on le trouve comme le conteur de cette histoire. Oui, il y a Mitterrand, mais il y a Churchill et De Gaulle aussi. Alors il y a Churchill et De Gaulle, mais ils sont plus loin. Ils sont plus loin. Bon. Ils sont plus loin. On trouve un Longariste. Alors Léonard, d'abord c'est son nom de scène. Hein. Oui, c'est son code. Hein. Son nom de code. Léonard est intervenu dans un des livres précédents qui s'appelle À la place de l'autre, où en effet Plasia, le célèbre commissaire Plasia, qui arrive un peu à comprendre Anselme de temps à autre, l'a convoqué pour aider ce pauvre Anselme qui était vraiment, vous ne savez plus où il en était, hein, comme souvent, mais là il était complètement perdu. Alors il a une caractéristique dans la place de l'autre, c'est qu'il fait des croquis, mais il est vieux dans la place de l'autre, enfin il est vieux, il a 40 et quelques années. Oui, il est vieux, je ne sais pas. Non, même plus, attends, il est né en 44, c'est en 94, il a pas 50 ans en fait, hein, ou 48 ans. Oui, parce qu'il ne faut pas dire de bêtises, il a 12 ans en 56. Hein. Voilà, c'est ça, oui, il est né en 44. Moi, je suis, moi. Oui, moi aussi, je sais. Et quand est né Anselme, alors ? Comment ? La date de naissance d'Anselme Villoc. Alors. Ah non, là, je ne vais pas. Bon, voilà. Il est né en 52. Bon. Alors donc, il est vieux, alors. ce brave Anselme était perdu et le Plasia lui dit je vais t'envoyer quelqu'un qui travaille un petit peu à la Nancy Meyer. Nancy Meyer était une profileuse américaine qui, elle, avait des dons de voyance aussi et qui était reconnue d'ailleurs dans l'institution policière américaine. Elle a reçu d'ailleurs on ne dit pas des awards ni une récompense policière aux États-Unis parce qu'elle avait un don de voyance et elle arrivait à résoudre pas toutes les enquêtes, mais bien 2 enquêtes sur 3. Bon. Et ça, c'est avéré. C'est pas
ça sort pas de mon imaginaire. Et il y a d'autres personnages également dans d'autres pays qui sont affublés de ces possibilités. Et Anselme, lui, il a donc une qualité de dessinateur incontestable, puisqu'il adore le dessin. Léonard, pardon, merci. Et il a... Il y en a qui suivent. Il a une qualité de dessinateur, mais il a quelque chose de plus. C'est-à-dire quand il est un petit peu agacé par sa main, eh bien il faut qu'il dessine absolument, et son dessin ne corresponde pas automatiquement à ce qu'il voit. Et c'est grâce à cette qualité, à ce don, parce que vous savez que dans mes livres, souvent, je pars un peu sur des chemins de traverse. Je vais chercher un peu là où tout le monde ne va pas. Je vais dans des domaines, je ne parle pas de multivers encore, bientôt, mais je vais aller, et pourquoi pas, il faut me démontrer l'inverse. Bon. Donc ce gars-là, il a en effet des dons, et grâce à ce don, il va aider Anselme Villoc, et il va l'aider à résoudre le mystère de la place de l'autre, qui est une drôle d'histoire aussi, c'est trois générations de femmes qui se suivent, et c'est assez, je dirais pas embrouillé, comme diraient certains, mais assez étudié et disséqué. Voilà. Et donc, Anselme Villoc se dit quand même, il a été marqué par cette résolution d'enquête, et il dit, mais depuis quand tu as ce don ? Il demande à Léonard, il lui dit, mais j'aimerais savoir d'où ça te vient, comment t'es venue cette connaissance, et puis comment tu t'es aperçu que tu avais cette qualité, qui est quand même, c'est une qualité, mais ça peut être très gênant parfois, bien entendu, comme toute personne un peu médiumisée. Ça peut être très fatigant. Et il voulait pas en parler, puis là il s'est dit, bon, ben, je vais en parler, et il raconte son histoire en fait. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec notre Léonard à 12 ans, en 56. Voilà. Et en fait, c'est une histoire, il y a Léonard, mais c'est une histoire de la bande des trois, déjà, au départ. Il n'y a pas que ça, mais principalement, on a deux autres protagonistes que tu vas nous présenter, comme ça on fait la mise en scène. Deux autres protagonistes. Surtout un. Alors surtout un. Il y a un copain qui s'appelle Lucien. Alors il y a Lucien, et puis il y a Ulysse. Alors Lucien, c'est vraiment le proche, quoi. Lucien, c'est le proche, un peu dépannage. C'est le rouquin. Dépannage en tout genre, il sait tout faire, il est très très démerde, il est pas du tout influencé par quiconque. Voilà, c'est un gars qui est déjà petit, vous savez, vous avez connu des gens qui étaient durs comme des cailloux, gamins, on pouvait rien leur dire, bon, c'est ça. Et en plus de ça, il a une intelligence assez vive, sans être un surdoué, parce que quelquefois on me dit dans mes Anselme, Lily elle est surdouée, mais c'est extraordinaire, c'est trop, non, c'est pas trop. Les gens, les gamins surdoués, quand ils sont surdoués, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de plus, et nettement. Alors lui, non, il a une intelligence, d'ailleurs il va faire une grande école à la fin, donc c'est un gars qui est intelligent. Voilà. Et l'autre, Ulysse. Alors Ulysse, il s'appelle Ulysse, ses parents sont grecs, alors pas très original, mais pour le lecteur français, pour nous, c'est quand même original d'avoir un gamin qui s'appelle Ulysse. Et il va retrouver cet Ulysse. Alors, ils vont le coopter un petit peu par intérêt, ce troisième. Alors, on va pas. Ils sont quand même dans la même école. Ils sont dans la même école, et donc ils vont être à trois, en effet, pour mener une enquête. En fait, c'est la première enquête de Léonard. Encore une fois, Léonard est son nom de code. Sachant qu'ils ont tous des parents dans le commerce, quoi. Les parents de Léonard et le père, ils vendent des friandises, des bonbons. Le parent de Léonard, il vend. Ouais, lui, c'est ça. Lui, c'est un commercial. C'est un commercial dans le friandises, ouais. L'autre, c'est les tissus pour le grec. L'autre, c'est les tissus pour le grec. Il a une grosse connaissance du tissu, du voilage, grand sens artistique, Ulysse. Et l'autre, c'est la droguerie, mais qui va... Il vend un peu tout, l'autre. Il vend de tout. Voilà, il vend de tout. Son père est droguiste, mais il lui fait développer son commerce, il fait casser les murs, il fait mettre de tout dans son commerce. Il a envie que ça marche. Il veut prendre du pognon. Et voilà. Après, ça sera quasiment Darty, mais pas tout de suite. C'est ça, oui, mais pourquoi pas. Voilà. Après, je vais faire la suite avec Darty. Oui. Voilà. Mais là, je suis en train de négocier le contrat. Voilà, bon. Et donc, voilà nos trois protagonistes. Alors, on va voir pourquoi finalement ils vont se lier. Effectivement, les deux qui rentrent en scène dès le départ, c'est Léonard et Lulu, et Lucien le rouquin. Alors, tout ça à propos d'une voisine italienne qui a débarqué dans un Bordeaux enneigé en 56, et qui s'est installée dans la maison voisine de Léonard. Voilà. C'est une petite fille qui a l'âge de Léonard, peu ou prou.
et qui s'installe donc un beau jour de septembre, avant la rentrée des classes, à côté de chez lui. Voilà, donc il y a cette fille qui arrive et il découvre en effet cette gamine. Il la voit, une belle gamine. Quand même. Ça devient mais ça devient une obsession dans la mesure, non, au début il la trouve jolie parce qu'elle était lancée, là, de grands cheveux, ondulés. Visiblement, il se dit, elle est dans mon école, c'est formidable pour lui, parce que ça commence non pas de chatouiller, mais enfin, voilà. Il a quand même quelques appétences, quelques battements de cœur impromptus. Il se demande ce qui se passe. Voilà, notre garçon. Et donc, mais surtout, ça commence à vraiment le travailler quand cette petite fille, il faisait froid, a une écharpe et laisse tomber son écharpe tombe. Et là, il s'aperçoit de quelque chose de terrible, on peut dire, pour un gamin, enfin même pour quand on n'est pas gamin. Cette petite fille est affectée d'une malformation. Et là, aussitôt, changement complètement d'attitude. Et là, ça le subjugue. Il est subjugué et il est, comment dirais-je, obnubilé par cette gamine et il veut absolument la dessiner. Il veut absolument faire le portrait et c'est vrai qu'il s'exerce depuis longtemps puisqu'il fait ses profs. Oui, mais elle se dérobe. Il a toujours dessiné depuis qu'il avait 4 ans, 5 ans. Il faisait des dessins, c'est formidable, tout le monde les affichait dans les écoles. C'était quelque chose de formidable. C'était le dessinateur. On disait ce gars-là, ça va être son métier, quoi. Ça, on peut pas. Voilà, tellement c'était bien. Il regardait jamais sa main, il regardait jamais le portrait, il regardait jamais sa main, il regardait la personne et il dessinait. Au bout de 7-8 minutes, le portrait était formidable. Donc ce gars-là, il a un don, quoi. Il a vraiment un don. Mais là, c'est impératif. Il faut qu'il la dessine. Voilà. Et c'est le changement. C'est la bascule. Ouais. Avant, il n'avait pas à dessiner. Les gens voulaient se faire ici, il dessinait. Mais là, il dit, il faut absolument que je la dessine. Il ne sait pas pourquoi. Oui. D'ailleurs, il se faisait même un peu d'argent de poche place Saint-Michel. Hein, oui, il allait faire des portraits. Voilà. Et donc, là, on rentre dans un... D'abord, avec son copain Lucien, il faut qu'il trouve la solution pour arriver à faire son portrait, parce que manifestement, il se dérobe, il n'y arrive pas. Il se dérobe tout le temps. Ils ont des contacts, je dirais, un peu lointains, épisodiques, enfin, il n'y a pas d'animosité, mais bon, elle est farouche, elle est difficile, il y a quelque chose qui ne va pas. Manifestement, il y a une situation qui n'est pas simple et il n'arrive pas à la détecter. Et lui, le dessinateur au fourmillement dans les mains, il faudra bien qu'il trouve une solution pour faire ce portrait. Alors, tu vas lire le chapitre 10, ça commence à l'homme s'approchait, et puis on épiloguera là-dessus jusqu'à où je t'ai fait la marque là. Je lis ? Oui, tu lis. Enfin, tu sais lire. Parce qu'il y en a qui savent. Il écrit, mais on ne sait pas si c'est lire. Non, mais je ne voudrais pas vous ennuyer. Non, c'est pas long. Jusqu'à la fin. Non, jusqu'au trois pages, là. Oui, c'est des petites pages. L'homme s'approchait vite, trop vite à mon goût. Il m'impressionnait. En fait, je me faisais au froc. Marcello avait belle allure sur ce trottoir pavé. Impeccable dans un costume sombre 3 pièces à fine rayure, glabre, la tête haute comme sortie de chez le coiffeur, il affichait un rictus de satisfaction dévoilant l'émail de ses incisives, côté droit, lui faisant remonter le sourcil correspondant. Un crâneur bellâtre, aux effluves généreux. Comme l'avait prédit Lucien, mon obstination a pris le dessus, et quand il fut sur le point de me dépasser, j'ai bondi. À quelques enjambées de son précieux bolide, je lui ai lâché d'un ton naïf que je voulais spontané, mais offusqué. « Bonjour monsieur, vous avez vu les 2 petites rayures sur l'avant-gauche de votre Dina ? C'est moche quand même, hein, une si belle bagnole. » Ni bonjour ni flûte, il a pressé le pas pour vérifier mes dires, devenant rouge écarlate. J'ai cru qu'il allait éclater. C'est fou, comme 2 minimes estafilades, fruits d'une négligence non coupable mais volontaire, peuvent influer sur un comportement plutôt jovial la seconde précédant la désagréable découverte. Les priorités des uns n'apparaissent même pas dans le spectre vital des autres. Marcello faisait partie des uns. Avant que le chapeau qu'il n'avait pas ne se soulevât tout seul sur sa tête, dû à l'effet simultané d'une ébullition cérébrale et d'une poussée d'adrénaline, j'ai balancé d'un pied sur l'autre mes 37 kilos de trouille, car le gars semblait de moins en moins commode, et, sur des jambes molles, je lui ai proposé, à ma grande surprise, sans bredouiller, une solution. L'œil hagard et la bouche ouverte, mon voisin m'a écouté lui vanter l'utilisation de la nénette.
vu la superficialité des coups de griffe. Son regard devenait interrogatif, mais dans le bon sens. Une interrogation affirmative. Rassuré, j'ai renchéri aussitôt, en précisant que cette brosse en coton, équipée de franges imprégnées de produits illustrants, ferait tout à fait l'affaire. D'interrogatif, sa grimace a viré au soulagement. Regonflé, j'ai alors porté l'estocade, presque en tribun, le fixant de mon regard électrique en évoquant le légendaire champion automobile Sterling Moss, porte-drapeau du produit dans le dernier Miroir des Sports. Georges Franchard, journaliste à cet hebdomadaire et spécialiste de l'automobile, en glorifie lui aussi les bienfaits. Lui ai-je précisé. C'est à un homme rasséréné que j'ai donné l'adresse de la droguerie Manceau. Il était déjà 18h30. J'ai alors conseillé à notre pilote de faire fissa le commerce baissant le rideau à 19h. Je me suis rassis, en soufflant, exténué. Aussitôt dit, aussitôt fait. Lucien a vu débarquer notre futur lustreur dans les 10 minutes. Auparavant, le malin rouquin, ce qui est rouquin, avait pris soin d'ôter toute la pile de nénettes du rayonnage. Ce bougre d'animal n'était pas ému le moins du monde et m'a raconté après coup que Marcello a manqué défaillir, telle une montre molle à la Dali, quand il a appris par la bouche même du responsable de la droguerie la rupture de stock momentanée du produit miracle. De la sueur inondait son front et sûrement le reste de son corps, me précisa le fin stratège enjoué, car des odeurs de dessous des selles commençaient à envahir le magasin. Devant l'urgence de la situation, le droguiste en chef, de Mèche bien sûr, est intervenu. Demain matin, j'en fais venir d'un autre dépôt et mon fils le fera passer à votre fille en début d'après-midi, car je sais qu'ils sont dans la même école. Tout le monde se connaît dans le quartier. Ainsi, vous pourrez réparer votre aile dans les plus brefs délais. Ça vous va ? Et comment ça me va ? C'est vraiment chouette de votre part. Alors, il parle un peu italien, le gars. Alors, et comment ça me va ? Je ne sais pas parler italien. Et comment ça me va ? C'est vraiment chouette de votre part, a chanté alors l'accent du napolitain. Je n'aurai pas eu le temps de passer demain. Je commence le marché très tôt. Je donnerai l'argent à Lucia ou, si vous préférez, je vous règle tout de suite. Non, vous me paierez quand vous l'aurez. Je ne m'inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Grazie mille, dit-il, tout dedans dehors en sortant de la boutique en nage. Une fois le napolitain parti, le fils du droguiste a pris une grande inspiration d'optimisme. Demain serait notre jour. Alors, évidemment, j'ai choisi cet épisode pas par hasard, puisque c'est grâce à l'histoire de la nénette que finalement le portrait va pouvoir se faire. Un peu connaissent la nénette. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'explications sur le mode d'emploi et la composition de la nénette oui, parce que c'était quand même pas n'importe quoi. Ça nous permet de se rendre compte qu'elle a un papa qui s'appelle Marcello, qui est italien, une maman qu'on croise à différents moments qui s'appelle Sofia. Oui, c'est un pivot cette scène. Ah oui, c'est un pivot, ça bascule. Alors il y a une scène un peu avant, qui est la scène, on aurait pu lire aussi, où déjà avec son copain Lulu, il est allé piquer le dossier en essayant d'éviter la concierge. Et son molosse. Et son molosse, en le nourrissant, pour aller justement voir un petit peu ce qu'il y avait dans le dossier. Et donc il y a deux choses là qui vont apparaître. Oui, parce que c'était pas en ligne. Voilà, deux choses qui vont apparaître. Il y aura dans ce dossier des renseignements qui disent que ces gens sont de la région de Naples, au pied du Vésuve, enfin, etc. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a un numéro de téléphone, et après vérification avec le copain Ulysse, il se rendra compte que c'est un numéro de téléphone grec. Pourquoi un numéro de téléphone ? Voilà, et puis là, grâce à la nénette, le portrait va se faire. Et comme d'habitude, Léonard va faire un portrait, mais d'une réalité améliorée, comme il dit. Bon. Et surtout, il y a deux choses. Il y a cette médaille qui va apparaître avec deux... Ah oui, alors après, en effet, ça se passe pas comme... Oui. On peut pas... Est-ce qu'on peut un peu évoquer justement comment tout ça s'enclenche, voilà. Parce qu'en fait, ce roman, léger, drôle, un peu nostalgique, et puis tout d'un coup, l'atmosphère s'épaissit quand même. Ah. Ces gamins vont être plongés dans quelque chose qui les dépasse complètement. Donc avant, pour le moment, c'est juste de la curiosité. Voilà, ça part sur un air de flûte, hein, et ensuite, eh bien, les cuivres, après ça s'alourdit, ouais. Ça devient un petit peu plus allemand comme musique. Hein. Voilà. Alors, ces deux éléments déclencheurs, je dirais, grâce aux rayures sur la dinapoire
cabriolet Z15. Voilà. Il faut être précis. Voilà, une magnifique Dina Panhard cabriolet Z15, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah oui, quand même. Mais à l'époque, c'était une belle voiture décapotable et il en prenait grand soin, Marcello. Voilà. Il n'en prendra pas grand soin jusqu'au bout, mais il en prenait grand soin. Il en prenait grand soin. Et donc, grâce à ça, le portrait va pouvoir être fait, mais comme toujours, il va faire un portrait qui lui-même révèle des questions, révèle une réalité améliorée, mais améliorée ou on ne sait pas. Ben, on peut pas savoir, non? On ne peut pas savoir. Pas savoir. Et donc, on va se lancer là dans une enquête, mais petit à petit, elle va se construire. Alors, comment ça se construit tout ça, là, cette enquête? Parce que c'est quand même intéressant, c'est quand même une succession de... C'est quand même des gamins... Je dirais que ça fait l'articulation entre les générations. L'articulation se fait justement par cet Ulysse qui est coopté justement parce qu'il est grec. Donc ils se disent, comme on a un grec dans le... Donc c'est tout par numéro de téléphone. Au début, ils le prennent pour un idiot, cet Ulysse. Et puis en fait, il s'avère très sympathique, donc il sympathise. Et justement, Ulysse et ses parents avaient projeté un voyage en Grèce. Donc ça tombait bien, donc il s'arrange ça lui a donné ce numéro de téléphone et il va dans sa famille en Grèce du côté de... alors il va du côté de Thessalonique, donc ils atterrissent à Athènes. Alors pour y aller à l'époque, dans les années 50, imaginez, enfin c'était très compliqué, parce que bien sûr je ne l'ai pas écrit au hasard, hein. C'était très long, c'était très chaud, bon bref, tout ça je raconte l'histoire de l'épopée. Et là-bas en effet il tombe sur sa famille grecque, ravi de le revoir, il ne le voyait pas tous les jours, bien sûr. Et donc, en partant de cette famille grecque, eh bien, l'oncle d'Ulysse sympathise avec Ulysse et il lui donne ce numéro. Et l'oncle, comme il s'occupe également il a une entreprise de vêtements, enfin de tissus, il va se prendre au jeu, il va essayer de découvrir d'où vient ce numéro de téléphone. Alors, ça ne va pas se faire tout seul, mais il va arriver à trouver où est ce numéro de téléphone, et il se trouve en Macédoine, du côté d'une ville qui s'appelle Castoria. Alors, là, le roman va basculer, parce qu'en fait, tout va être suspendu aux réponses du grand-oncle Pétros. Il y aura 3 lettres qui vont structurer cette deuxième partie, j'allais dire, enfin, deuxième partie qui est une partie très importante. Et là, on rentre vraiment dans l'enquête, dans l'intrigue, et dans l'émergence progressive de l'histoire de Lucien, évidemment. Mais à partir de là se bâtissent plusieurs hypothèses. Et donc, juste la question que je nous ai, je dis, est-ce que aussi, à partir de ce moment-là, ça s'écrit autrement? Est-ce que le ton, l'écriture, la langue choisie, est-ce que tout d'un coup l'écrivain Reichmann se dit il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. D'ailleurs, c'est expliqué dans l'épilogue. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, mais automatiquement, quand je parle de choses, comment dire, terribles, enfin oui, parce que ce qu'il faut dire, en fait, peut-être au début, c'est que mon histoire, je l'ai bâtie à partir d'un fait réel. À partir d'un fait réel. Quand on le lit, on ne sait pas. Non. Voilà. Je le dis à la fin. Donc vous, je vous le dis, pas besoin d'aller à la fin. Mais ce fait réel, il est à la fin. Je ne vous dis pas lequel. Oui. Il est à la fin, il est signalé aussi dans la dédicace. Quoi. Dans la dédicace. Enfin, bon. Et donc, partant... On ne sait pas de quoi il s'agit. Et partant de ce fait réel, eh bien, j'ai bâti en effet de cette histoire. Alors c'est là où l'imaginaire intervient. Mais l'imaginaire, c'est quoi? C'est une construction. Parce que je n'ai aucun imaginaire, comme la plupart des gens. L'imaginaire, c'est écouter les autres, regarder. Vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit, mais la plupart des écrivains, en plus des grands, ils vont dans les bistrots, ils écoutent ce que disent les uns les autres et ils prennent des notes. Hein, parce que les humoristes, par exemple, ils sortent pas tout. Voilà. Donc il faut écouter, il faut beaucoup écouter. Alors moi, j'ai lu ça m'a intéressé, interpellé cette histoire qui n'a pas été résolue. Moi, je l'ai résolue. En fait, mais justement, c'est pas le premier roman. C'était déjà le cas dans Une étoile en enfer. Oui, mais pareil. Où s'articule une enquête, une plongée dans l'histoire, et puis on y reviendra, on va dire, avec des gros guillemets, du paranormal.
Avec des gros... Non, mais Oui. parce que le terme est utilisé, premièrement, et deuxièmement, je mets des gros guillemets parce qu'on va revenir dessus. Oui. Et qu'est-ce qui détermine les choses? Est-ce que c'est la rencontre avec une histoire qui paraît intéressante à utiliser et qu'à partir de là se structure l'enquête? Ou est-ce qu'à propos d'une enquête, tu vas chercher l'écho historique qui pourrait lui donner du contenu, de l'intérêt? Oui, je vais chercher l'écho historique, bien sûr. À partir de là, d'abord je me replonge dans ce fait divers, je me replonge dans l'atmosphère du moment. Hein, et là, c'est là où je découvre des choses ahurissantes. Et là, je me dis, je vais articuler. En fait, je remonte de ce fait historique et je remonte jusqu'à cette période de 56. Enfin, je remonte, je redescends cette période de 56. Et c'est vrai que j'articule à partir de ce fait. C'est-à-dire que je ne vais pas... Voilà, il faut que j'ai ce départ. Moi, quand j'écris, il faut que je sache où je vais. Ouais. De toute façon. Et c'est l'histoire je suis en train d'écrire sur l'Afrique, ça fait 2 ans que je suis dessus, ou 1 an et demi. Catherine me dit, alors t'écris? Ben non. Non. Mais non, j'ai pas, dans ma tête, je sais pas où je vais. Et maintenant, je sais où je vais. Alors depuis peu, là, mais j'écris. Là, j'écris, je sais où je vais. Si je ne sais pas où je vais, moi, je ne peux pas écrire. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui écrivent, et puis, au fur et à mesure du temps, du vent, du truc, puis, voilà, ils naviguent, ils godillent. Moi, je ne peux pas. Quand même, ce qui est caractéristique et de plus en plus marqué, c'est qu'à un moment donné, alors je pense, Une étoile en enfer, c'était le glissement de terrain du mont Apremont. Ah oui, le glissement au Moyen-Âge, oui, étoile en enfer. Plus l'histoire aussi, une histoire de Basque, voilà. Oui, de Basque, et puis surtout une histoire aussi de goût, quoi. Et puis c'est la cuisine, l'histoire d'enfer. Mais de goût chez les Basques, justement. Ouais. Mais justement, il y a ça, il y a maintenant... Alors, je ne dis pas que c'est une recette, je dis c'est une façon d'avancer en tant qu'écrivain. Il faut qu'il y ait cette accroche-là. Ah oui. Cet ancrage même. Il faut que j'ai cet ancrage. Dans Fausse Note, j'ai l'ancrage de violoniste qui est dans un endroit pas sympathique pour un gamin de 6 ans. Si je n'ai pas cet ancrage-là, je ne raconte pas mon histoire. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. À la place de l'autre, pareil. Hein. Si je n'ai pas la construction des blocos, je ne raconte pas mon histoire. Voilà. Et donc, je ne vais pas raconter mon histoire à moi, j'ai mal à mon père, à ma mère, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, moi, je crois. Hein. En même temps, ça peut se glisser à l'intérieur. Ben, ça se glisse toujours, parce que c'est moi qui écris, c'est sûr. Ça se glisse, mais c'est pas l'essence. Ouais. Je repose ma question sur la façon d'écrire, sur la langue, sur le mode d'écriture. Comment est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il y a la conscience que quand on passe du conte adolescent, enfin, je veux dire, un peu d'une histoire d'initiation, d'entrée dans la vie adulte, c'est ça, c'est quand même, on suit des gamins qui vont rentrer dans la vie adulte, c'est leur adolescence. Et puis, tout d'un coup, il y a cette dimension qui est quand même une dimension d'une tragédie historique, qui est la tragédie de cette fille, de cet enfant, de cette jeune fille. Et donc, comment l'écrivain Rechenmann fait évoluer son écriture? Il fait comme il peut, mais est-ce qu'il a le sentiment qu'il y a des choses quand même qui l'obligent à écrire comme ça plutôt qu'autrement? Ah oui, mais incontestablement. De toute façon, il fait comme n'importe qui en face de situations dramatiques. Je veux dire, je ne vais pas raconter de blagues, quoi. Donc je suis obligé. Enfin, c'est même pas une obligation, ça vient tout seul. C'est-à-dire que quand je parle en effet des choses, je ne vais pas révéler ce que c'est, mais je ne peux pas, employer des mots légers, superficiels. C'est pas possible. Alors c'est là où le travail de correcteur, des correcteurs-trices ou d'éditeurs est important, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas partir, il ne faut pas dériver, quoi, parce qu'il faut vraiment amener le lecteur dans une période compliquée. Mais moi, écrire des tragédies pour des tragédies, je ne peux pas, quoi. Je ne suis pas Laurent Godet, quoi. Hein. Donc c'est une petite partie, hein, en effet, qui est assez dense. Oui, c'est une partie qui est assez dense. Il y a quand même 3 langlettes. Et ensuite, tu as remarqué, bien entendu, qu'après, on se rétablit. On se détendait un peu du stand. On se détend. Voilà. On y reviendra d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a l'autre. Mais on reste un peu dans la tragédie, mais la deuxième tragédie est quand même beaucoup plus rosée. Hein. Oui. Voilà. Oui, exactement. Alors, il y a l'aspect sur lequel je voulais revenir aussi, du paranormal. Alors, j'utilise le terme parce qu'il est utilisé. Il est d'ailleurs utilisé par le docteur Berton. Ouais. Je prends une citation du docteur Berton, qui pourrait être du Rechenmann
pur jus. Je ne sais pas si je crois aux coïncidences, mais je ne crois pas au hasard. Ah oui, de toute façon, oui. Hein, voilà. Oui. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est fourmillement dans la main de Léonard, mais comme à un moment donné, le recours à la géobiologie, c'est dans La géobiologie, c'est le scorpion. c'est dans le Scorpion, qui va apparaître en poche, c'est-à-dire qu'il sort. Oui, il va apparaître en poche, le scorpion. Voilà, il y a un moment donné, il y a cette recherche toujours d'écho, dans les nouvelles aussi, on a aussi, cet écho de... Alors, on va l'appeler un paranormal, mais c'est peut-être de l'ordre du normal qu'on ignore, ou du normal qu'on redoute. Dont on parle pas, oui. Pour exemple, aparté, le fils de Michel, le père de Michel Rocard, qui était un physicien connu, qui a participé à l'élaboration de la bombe atomique, oui, je crois. Un gars très connu, réputé, il a eu le malheur de s'intéresser à la géobiologie. Il a fait des livres sur avec beaucoup de formules mathématiques. Hein. À partir du moment où il a commencé à mettre cette science, qui était une science au début du XXe, en exergue, il s'est fait rabrouer et mis à l'écart par la communauté scientifique, parce qu'il parlait d'ondes terrestres, magnétiques, électriques. Donc tout ça, c'est pas bien ressenti par les scientifiques rationnels, on va dire. Et pourtant, la plupart, si vous lisez des bouquins faits par certains scientifiques sur justement l'univers, eh bien, ils concluent tous en disant qu'à la fin, l'ordonnancement ne peut s'expliquer que par le doigt de Dieu. Ils le disent, hein, mais il y a toujours cette réticence à accepter justement des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alors, je pense que nous, on sait à peu près, mon cerveau doit travailler à peu près à 1/1000 de ce qu'il peut travailler, sans doute, ou je sais pas, oui, je pense. Je pense qu'on a des possibilités. Et moi, il travaille beaucoup, il paraît. Non, je crois que c'est intéressant parce que c'est quand même un peu une marque d'identité d'auteur, hein, l'articulation entre enquête, plongée historique, paranormale, mais c'est pas... Et tout ça se combine de façon, je dirais, indispensable. C'est-à-dire, tout ça sert les ressorts des enquêtes, quoi. Ah oui, ça sert. Et puis en plus de ça, ça me permet de faire des expérimentations. Dans Scorpion, par exemple, je me suis plongé dans des vies antérieures avec des personnes qui font ça. Et c'est épuisant. Et c'était mon souhait de voir jusqu'où on pouvait aller. Bon, alors c'est ma volonté, c'est mon bon vouloir. Mais certains considèrent ça comme complètement uluberlu, quoi. Mais oui, ça peut sembler, mais il faut savoir qu'il y a autre chose, quoi, que le feu rouge, le passage clouté et l'amende, quoi. D'abord, enfin, ou le virus, on peut parler. Moi, en tout cas, ce que je perçois, c'est qu'il s'agit pas seulement de l'imaginaire de l'écrivain, même si ça le nourrit, et c'est l'imaginaire de l'écrivain qui lui donne corps, on est bien d'accord, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du rapport au monde de Guy Reichenmann. Oui. C'est son rapport au monde. Oui. Moi, je cherche toujours un peu à savoir ce qui se passe derrière le rideau. Oui. Oui. Mais encore une fois, l'imaginaire, c'est la construction. Hein. Voilà, si je construis mon livre de cette façon, c'est pas... Pour moi, ça fait partie de l'imaginaire. Voilà. Est-ce qu'il y a eu plusieurs moutures de celui-là? C'est-à-dire, est-ce que, outre sur la forme ou sur la longueur, etc., mais dans sa construction, dans ses ressorts... Oui, parce que j'avais écrit ce texte il y a pas mal d'années. En fait, je l'ai ressorti là, bien amélioré, du moins réécrit à 50% de plus. Hein, parce qu'il se trouve, vous l'avez noté, qu'il y a une préface... qui a été écrite par Didier Denax. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Didier Denax, ça a été le pape du polar sociétal dans les années 80-90, au même titre que Patrick Manchette, ça vous parle peut-être. Il est étudié en classe, il est traduit en 30 ou 35 langues, et il a lu mon texte et il a trouvé ça intéressant, très intéressant, à tel titre qu'il m'a fait une préface et il m'a même corrigé le manuscrit, donc c'est rare quand même. Et donc ce Didier Denax, c'est lui qui m'a un peu poussé à reprendre ce texte. Comme il m'a dit, moi je le fais régulièrement,
si ce n'est qu'il n'a pas écrit 10 livres comme moi, mais il en a écrit je ne sais combien de centaines. Ouais. Et en effet, ces textes, il les reprend et il les remet une autre mouture avec... voilà. Alors moi, j'ai beaucoup retravaillé l'histoire, en effet. L'histoire avec un grand H. Et je pense que ça se sent, oui. Voilà. Dans le bon sens. Hein? Alors, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a un travail très important, très scrupuleux, je dirais, approfondi sur l'histoire, c'est évident. Et puis, il y a aussi ce souci, avec un certain nombre de petites références comme ça de temps en temps, de reconstituer l'époque, mais pas de façon purement véridique, la poésie de l'époque finalement, au travers aussi des quelques événements. Ah ben c'est sûr, c'est 1956, 57, 58, naissance en gros de la télé, des réfrigérateurs, tout ça, donc bien sûr je parle de ça, j'intègre tout ça, parce qu'à l'époque bien sûr les consoles n'étaient pas encore de fabrication et n'étaient pas au point du tout, donc les gamins ben, ils jouaient au dés, ils jouaient aux osselets, ils jouaient à se courir après, ils discutaient, voilà, c'était ça, et en effet quand vous tombez sur une enquête comme ça à résoudre, pour ces gamins c'était le Graal. D'ailleurs, je crois que t'aimes bien les périodes qui précèdent l'utilisation du portable. Ah, j'adore, oui. C'est celle que tu... Oui, mais il y a quand même un intérêt, mais bon, voilà, relatif. Hein tu vas peut-être lire... Il faut que je relise. Jusque là, oui. Ouais, là, c'est marqué. Là. Bon, alors, à partir d'où? Là encore, à partir d'où? Du début. À partir du début jusqu'à... Voilà. Tu vois, je t'ai mis ici, très bien. Cochenard un peu. Là, on revient sur un autre thème qui est dans l'esprit du texte de tout à l'heure. Voilà, j'aime beaucoup ce passage, oui. Le dimanche 15 juin accueillait habituellement le grand marché aux fleurs situé entre la fête des roses, journée tranquille, apaisante, attendue, plus de 100 espèces de rosiers à humer pour certains, à renifler pour d'autres, et la grande course cycliste amateur que je ne ratais sous aucun prétexte, sponsorisée de concert par un collectif de commerçants et l'Orphéon local. Un vrai spectacle, une journée de bruit, de transpiration, d'excitation. Une voix nasonnante crachait dans tous les haut-parleurs quand le peloton se profilait dans la ligne droite d'arrivée. À qui la prime sur la ligne? Au prochain tour, messieurs les coureurs. Au prochain tour, 3000, 2000 et 1000. Je répète, 3000, 2000 et 1000 sur la ligne, messieurs les coureurs. Au prochain tour, une fois éloignés les cliquetis du rebond polychrome aspiré par cette promesse, le speaker ajoutait à l'endroit du public... Ah, il me colle le truc. Alors, le speaker rajoutait prime offerte par la boucherie Tartampion et l'épicerie machin chose. La quincaillerie Marceau n'avait pas encore choisi ce mode de communication. C'est là où vit Lucien. La quincaillerie Marceau n'avait pas encore choisi ce mode de communication par manque de culture sportive du rouquin. Peut-être l'année prochaine, finalement, ça traîne du populo, ces gambettes rasées qui tournent dans le vide. Consentait-il à admettre l'œil brillant? Un dénommé Landa a gagné tous les sprints intermédiaires à la manivelle et souvent la course. On se foutait complètement de ce qui pouvait se mettre derrière le cornet. Le pot belge était confidentiel à l'époque. Et c'est vrai. Les spectateurs étaient comme des fous. Ça criait, ça se bousculait derrière les barrières. Le vélo, c'était quelque chose. Et moi, ce spectacle me faisait vibrer et continue d'ailleurs de le faire. Je ne manque jamais de m'arrêter à regarder les coureurs lors de courses de village. Ne parlons pas du Tour de France. Oui, ça c'est moi. Oui. Mais le grand marché aux fleurs était un moment particulier où les odeurs s'en donnaient à cœur joie, encore plus enivrantes dans les ruelles, franchement entêtantes dans les cul-de-sac. Normal. Les grandes artères jonchées de pétales multicolores copiaient une toile impressionniste, grandeur nature, fantaisiste et joyeuse, ponctuée d'étamines. Les corsos fleuris proposaient une réplique aux centaines de bouquets suspendus au balcon, tels des boucles à l'anglaise. Il faut savoir que les différents quartiers préparaient cette liesse d'une année sur l'autre, qui en confectionnant des chars, qui en inventant des costumes, des plus imaginatifs, ou encore en formant des chorales aux tonalités approximatives, quitte à ne pas garantir un ciel lumineux pour le jour J. Mais, j'y vais. Mais là n'était pas le principal. Car tout ceci procurait activité et motivation aux artisans et bénévoles. Tel Rio pendant le carnaval, le pain de sucre en moins, le port de la lune en plus. Les Germaines étaient à la fête, le 15 juin était leur jour, et les producteurs, fleuristes, potiers, décorateurs, artistes, abeilles, enfin tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec la fleur, devait se faire voir.
Lucia, sans doute lassé des balades scabreuses du dimanche matin en bagnole, à toute vitesse, cheveux au vent, avait opté pour l'élection de Miss Flore 1958 sur l'insistance appuyée de Gina, l'unique sélectionnée de notre comité de quartier, la pulpeuse italienne ayant remporté haut la main tous les suffrages. J'ai besoin de supporters qui crient et gesticulent. Ma Lucia avait assisté la veille la Miss napolitaine d'un ton ferme. Tu ne vas pas encore monter dans cette bagnole, j'en ai marre de passer plus d'une heure à te démêler les cheveux, ou alors tu te les fais couper. Couper ? Non mais tu es folle, et en plus tu me fais mal à force de tirer dessus comme une sauvage. De toute façon, j'en ai un peu marre de ces virées, c'est toujours pareil, cette routine m'ennuie, alors d'accord, je viendrai te soutenir, avait acquiescé Lucia. L'égérie du quartier remporta le trophée, évidemment, devançant haut la main les 19 autres candidates. Alors, Et j'aime toujours le vélo. alors J'ai fait des courses de quartier, c'est pour ça. 3000, 2000, 1000, j'entendais dans le haut-parleur. 3000, 2000, 1000, et ça tapé, on se foutait dans la salle. J'ai jamais gagné une course. C'est vrai que moi, j'étais plutôt attentif. Moi, je connaissais un peu le texte. Mais j'étais plutôt attentif, effectivement, à ces registres de langue sur lesquels tu es obligé de jongler. Parce que là, on voit que le et je fais le choix de 2 registres de langue qui sont plutôt du conte. Voilà. Et les autres, il y a quand même 3 longues lettres qui, là, c'est ancré dans l'histoire. Et donc, on est obligé de les écrire différemment. Et je trouve qu'il y a un relative bonne articulation et équilibre entre les différents tons du livre par rapport au moment de l'histoire, évidemment. Par rapport au moment de l'histoire. C'est ça, c'est une espèce de courbe de Gauss. Il y a une espèce de courbe de Gauss, il y a une intensité, et ensuite il y a une... Et ça, ça a été délibéré ou ça c'est... Ah oui, de toute façon, la construction était ainsi faite. Était ainsi faite. Alors, on m'a reproché, ou pas reproché, mais ensuite, en effet, la vie de Lucia va continuer. Bon, et ensuite, son avenir, bon, moi, je lui ai créé un avenir, bon, on aurait pu en créer un autre. Mais enfin, après, c'est le romancier, là, c'est mon histoire, quoi. Alors c'est marrant parce que dans l'épilogue, alors il y a je disais, l'intrigue, la plongée dans l'histoire, cet intérêt pour les lisières du réel, on va dire, et puis il y a toujours ce souci, la poésie. La poésie, c'est important. Ah oui, la poésie est toujours présente dans les goûts des personnages, mais dans l'intérêt de l'écrivain. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, il n'y a pas seulement Prévert, il y a aussi d'autres poésies. Oui, il y a d'autres poésies que j'avais écrites il y a pas mal de temps, mais il faut savoir que, anecdote, alors je vais peut-être raconter, mais en 5e, en effet, on a un prof de français qui s'appelait l'abbé Muller, pour ceux qui étaient à Grand-Lebrun, je ne sais pas s'il y en a beaucoup là, et donc ce garçon-là, qui était très austère, nous dit, j'étais donc en classe de 5e, vous allez faire une page sur, alors je sais plus, une page sur un sujet, je ne me souviens plus du sujet. Et il s'en va. Donc on avait notre petit sujet, un thème, bon, très cool. Il s'en va 10 secondes, il ouvre la porte et je vois sa petite tête, là, il n'était pas grand, et il nous dit, et surtout vous le faites en prose. Hein. Alors, moi je viens d'une famille, en effet, il n'y avait pas beaucoup de lecteurs, je faisais beaucoup de sport, mon grand-père était pâtissier. Qu'est-ce que vous veut nous dire? Alors évidemment, j'ai fait toute une page en alexandrin. Et j'ai fait toute une page en alexandrin. Et évidemment, il m'a traité... Il m'a mis une banane, il m'a dit qu'est-ce que c'est, il comprend rien. Bon, au lieu de me porter en disant tiens, voilà un futur poète, pas du tout. Donc pour te dire que ça date pas d'aujourd'hui. Il voulait que tu prennes la prose. Et c'est vrai. Voilà. Écrire est un exercice difficile pour un dessinateur, surtout sur la longueur. Alors, je pourrais dire, écrire est un exercice difficile pour un golfeur. Question. Ah oui, alors, voilà. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce que, en effet, j'ai eu des vies. L'épilogue est important, d'ailleurs. J'ai eu des vies, enfin, comme beaucoup, bon, j'ai fait plusieurs choses. Et en effet, j'ai eu travaillé dans l'industrie. Après, j'ai monté une salle de golf. Donc ensuite, j'ai fait un peu de radio, j'ai fait un peu de télé. J'étais plutôt détendu et rigolard, et golfeur et sportif.
Et quand on écrit, qu'on est plutôt rigolard, qu'on est sportif, automatiquement, ce qu'on écrit n'a aucun intérêt. Pour la plupart des gens. Parce que le sportif, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est un con, mais ça a longtemps été comme ça. Rappelez-vous, les profs de gym, dans les arrêts ou pages de profs, c'était quand même pas celui qui était considéré comme une lumière. Et moi, je considérais ces gens-là, déjà à l'époque, comme des gens très intéressants, à la limite plus intéressants que beaucoup de mes profs. Donc j'ai toujours gardé le sport pour moi comme une espèce de non seulement ça m'a permis de m'évader, de me réaliser, etc., mais c'est vrai qu'un sportif qui écrit, alors ça m'a en effet écrire pour un golfeur, c'est pour les gens, entre guillemets, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. J'aurais été avocat ou médecin ou professeur de je ne sais quoi, oui, à ce moment-là, j'avais une comment on appelle ça, une légitimité. Mais là, alors, tu me parles de ça, c'est pour ça que je rebondis un peu là-dessus. Cela dit, je m'en fous complètement. Hein. J'ai écrit pour moi. On me dit, vous écrivez, oui, j'écris pour moi. Les histoires, je les écris pour moi, oui, c'est vrai. Mais oui, ce qui est intéressant, enfin, c'est la suite, de ne pas faire du remplissage avec des détails et des dialogues inutiles à l'essentiel n'est pas naturel pour moi. C'est un peu une déclaration d'intention en disant, attendez, moi je me pose vraiment la question quand j'écris. C'est un peu comme ça, moi, que je le perçois, en disant, ouais, j'ai un petit côté dilettante, mais j'y vais de façon dilettante, mais très sérieusement. Ah oui, de toute façon, moi je suis très très dilettante. Hein. Je suis pas. Il faut que ça me plaise. Hein. Si la chose me plaît pas, je suis absolument nul. Hein. Ça c'est clair. Hein. Je mettais un boulot aussi qui me plaît pas, je suis nul. En revanche, quand ça me plaît, je suis plutôt moins nul. Voilà. Et donc là, sur les, j'écris encore une fois comme je peux, mais c'est vrai que je fais très attention. Et puis j'ai Catherine quand même qui me reprend souvent parce qu'elle lit beaucoup. Et puis en effet, quand ça la gêne, on s'engueule. Hein. Ça fait, il n'y a pas encore de procès en cours, mais ça viendra. Mais c'est l'objet du prochain livre. Non, mais c'est très important de choisir les mots. Vous imaginez pas la difficulté de choisir des mots et de ne pas adjectiver tout, parce que les adjectifs, vous prenez des livres, on va dire, allez, de moins bonnes, bon, avec adjectif sur adjectif, les gens mettent des adjectifs partout. Alors je ne sais plus qui disait, quand il y a deux adjectifs, il y en a un de trop, de toute façon déjà. Hein. Parfois, je sais plus quel auteur. Parfois c'est les deux, voilà, qui sont de trop. Voilà, la phrase peut suffire. Et ça, c'est une lutte. Hein. C'est une lutte, hein, parce qu'on a toujours tendance, bien sûr, à magnifier, à exagérer. Ouais. Est-ce que le détour, justement, par la poésie, ou je dirais le recul que donne la poésie, aide à rentrer dans le récit et à affirmer son style? Alors là, j'ai combien? J'ai 1 heure ou 2 heures? Hein? Le temps que vous voulez, tu vois. Après, on coupe le micro. Affirmer son style. Ah, mais de toute façon, oui, moi, enfin, il me semble que j'ai quand même un style un peu plus poétique que minéral. Bon, c'est vrai que je ne fais pas verbe, sujet, complément. J'ai plutôt tendance à faire des phrases longues que je dois couper par la suite, justement, pour m'adapter un peu je dirais pas au lectorat actuel, mais pas loin, parce que là, je suis en train de lire, enfin, je viens de finir Adolphe de Benjamin Constant. C'est quelque chose. Oui. Au niveau littérature, alors là, c'est époustouflant. Mais on écrit comme ça maintenant, les gars, ils lisent 3 lignes, ils s'en vont en courant, quoi. Et pourtant, c'est passionnant, quoi. C'est une littérature extraordinaire. Comment, toi, dans ta démarche, comment tu as le sentiment d'aller de l'avant en tant qu'écrivain? Comment tu sens que ça évolue? Est-ce que voilà, quel est qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui quand tu commences un livre, dans la façon de l'écrire, de le construire, etc. Parce que c'est le je sais pas combien. L'histoire est très c'est-à-dire que quand on construit un livre, alors on va dire policier, bon, on m'a mis dans les policiers. Alors c'est vrai que quand j'ai des gens qui veulent des thrillers, je leur dis évitez-moi parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pétard, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien ce qui va attirer les lecteurs de thrillers. Bon, alors en revanche, ce qu'il faut, c'est donner des pistes et pas toujours des bonnes. Et ça, alors. Pour dire ce qu'il faut éviter, quand j'écris, c'est de partir sur des considérations évasives et nébuleuses et inutiles. Mais
il faut mettre de l'inutile, parfois, pour justement tenir le lecteur un peu en haleine. Donc c'est là la difficulté, à ne pas partir trop loin dans l'inutile et à rester, voilà, et en mettre quand même. Parce que si je dois, en effet, je peux écrire une nouvelle là-dessus. Hein. Oui. Je peux écrire une nouvelle. Hein. D'ailleurs, la plupart des romans, on peut écrire des nouvelles. Mais il y a certains romanciers, en effet, vous le voyez. Qu'est-ce qui se vend? C'est les pavés comme ça. Alors, je parlais technique, mais moi je suis en 12 d'écriture, en 12 de... Comment on appelle ça? De police. Bon, il y en a qui sont en 14, il y en a qui sont à 16, il y en a qui mettent tout départ de page droite, avec des marges... alors, évidemment, ça fait des trucs comme ça, et ça se vend. Alors, à 20, 25 balles. Et quand ils voient des romans policiers comme ça, beaucoup plus ramassés, parce qu'il y a des questions de coût également, parce que ce sont des bouquins à 10 balles, ça, bon, c'est pas... je dirais pas que c'est donné, mais enfin, c'est pas... Voilà. Donc, automatiquement, il faut... je sais plus ce que je disais. Tu parlais de l'épaisseur d'un bouquin. Le format. Des formats. Non, non, mais ce que je disais, c'est... Oui, aller à l'essentiel. Oui, alors donc il y a des gens, en effet, ils mettent... alors voilà, on va à l'essentiel, alors donc il faut remplir, il faut grossir. Mais il y a certains éditeurs, moi je connais des amis qui sont édités chez des grandes maisons, il faut que tu rajoutes des trucs là, il faut que ça soit plus gros. Alors oui, alors ça va bien, et toi tu mets une sucrète? Non, j'aime pas, ça me fait mal au bide d'abord. Et toi un sucre? Ah ouais, j'aime bien le café, il vient d'où? Des trucs. Alors bien sûr, on peut mettre des dialogues à plus finir. Mais alors moi, je m'interdis ça, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais quelquefois, je dois partir en effet sur de l'inutile, oui, sans doute. Bon. Mais de l'inutile poétique, voilà, c'est mieux. Voilà. Hein? Oui, alors l'inutile en poésie, c'est mieux. Parce qu'en effet, au bout d'un moment, je vais mettre un poème parce que j'ai envie de mettre un poème. Alors, pour casser un peu, en effet, là-dedans, il y a des moments tragiques, hop, je vais mettre un poème. Et ça va donner un peu de respiration. Voilà, alors si vous lisez, tant mieux. Si vous lisez pas, c'est pas grave, ça ne changera pas l'histoire. Mais au moins, ça me permet, moi, aussi de respirer. Eh bien, sur cette respiration, on va remercier Guy pour d'avoir accepté de répondre. Et je vous invite à faire signer le livre si vous le souhaitez. Merci. Alors merci à Christian, parce que Christian, que je vois assez régulièrement, qui fait l'amitié d'ailleurs, parce que c'est vraiment de l'amitié, hein, de lire des auteurs qui ne sont pas connus, entre guillemets. Et bon, mais ça lui fait plaisir, donc ça veut dire qu'il apprécie, il me l'a dit, hein, je le crois, sincèrement. Mais bon, le prochain va parler de l'Afrique, et certains connaissent. Hein. Et je vais simplement raconter une anecdote, et après ça, je vous terminerai, mais pour vous dire que les coïncidences, moi je vis dans la coïncidence et j'en vois partout, il faut dire. Hein. Donc pour moi, c'est essentiel. Le hasard n'existe pas. Et ma vie a été, bercée, a été chamboulée par des coïncidences. Alors j'écris sur l'Afrique, et je crée une personne que j'appelle Jacqueline, et qui va mourir. Bon, elle va mourir, mais elle a un petit-neveu à qui elle a dit qu'elle allait mourir, bon, bref. Et le petit-neveu raconte son histoire et dit, voilà, ma tante, en effet, elle avait... son père est mort, et son beau-père est géologue. J'ai dit, tiens, je vais créer un géologue, parce que j'avais parlé du mont Granier dans celui-là, ce mont qui s'est écroulé. Dans celui-là, j'ai dit que c'est la vengeance de Dieu, mais en fait, c'était une montagne tellement friable que c'est encore écroulé il n'y a pas longtemps. Bon. Mais la vengeance de Dieu, c'est mieux. Et donc, ce géologue, il va travailler dans les années 50, 52, il va travailler donc sur le granier. Et ensuite, j'écris que ce géologue, ensuite, il va aller en Afrique. Il va aller en Afrique et il va travailler pour une société qui s'appelle la Comilog, qui est la compagnie minière de Logoué, qui extrait du manganèse, qui a commencé en 1957. Et donc, ça se passe à Moanda, Bakumba, 500 km de Libreville, dans le sud-est du pays, dans le Haut-Goué. Donc, j'écris tout ça, parce que mon père travaillait à la Comilog, donc j'y étais là-bas. Donc, je connais l'endroit. Et je vais construire quelque chose à partir de quelque chose que je connais. D'accord, il faut que je connaisse. Et, voilà. Et donc, je crée un géologue. Je ne connaissais pas de géologue. Hein.
Et je le fais travailler à la Comilogue et je dis, ben, on va voir, après je m'enseignerai, tout ça. Bon, tout va bien, je suis en train d'écrire. Je vais faire une dictée à Talence, samedi ou dimanche? Samedi. Samedi. Je vais faire ma dictée, une dictée, il y avait une vingtaine de personnes, je dicte, tout ça, on discute. Et la responsable, c'est pour Madagascar, me dit, tiens, il y a Gérard qui est derrière le bar, là, tu vois, un petit gars comme ça, un peu dégarni, un peu trapu. Il a travaillé en Afrique, si tu veux le voir, parce que je leur avais dit que j'écrivais sur l'Afrique, c'est tout. Et je vais voir le gars, j'ai dit, ah, bonjour, vous connaissez l'Afrique? Il dit, oui, oui, j'étais en Afrique. Ah bon, et vous faisiez quoi? Il m'a dit, j'étais géologue. Ah bon? Alors Catherine était là. Ah bon? Je lui ai dit, vous travaillez dans quel pays? Le Gabon, il m'a dit. Et je dis, quelle société? Comilogue. Et coïncidence. Voilà. Bon, ben c'est QFD. Alors merci de votre attention, bonne soirée et à bientôt. Alors, tu sais qu'il y a un texte magnifique de David Foster Wallace sur Chris Evert et l'écrivain des sportifs, sur les sportifs qui écrit. Ah oui? David Foster Wallace, il a fait des textes.